19h30 à Cotonou, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Voici les titres de cette édition. Au sommaire de l'actualité ce soir, reportage inédit et exclusif sur les femmes dans l'armée. Elles sont nombreuses à se lancer dans les différents corps, longtemps considérés comme une fonction a priori destinée aux hommes. À l'instar de beaucoup d'autres fonctions, le métier de corps habillé n'est pas exempt de difficultés, surtout quand il s'agit de la femme. Témoignage et explication du lieutenant de vaisseau-major Salifatou Amanké Bouhari dans ce journal. À suivre également ce soir, la journée mondiale de la population. La 34e édition a été célébrée le 11 juillet dernier. Comme le cas chaque année, seulement l'événement a été célébré en différé dans les départements du Bodo et du Koufo. Narcisse Alossé nous dira de quoi il a été question. Le Bénin s'apprête pour l'édition 2024 de la Biennale de Venise pour mieux éclairer la lanterne de tous sur l'événement. Un point de presse a été donné par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Objectif, présenter les artistes béninois sélectionnés pour défendre les couleurs nationales. Voilà pour le programme. Bonsoir à tous. Le 1er août 1960, au palais des gouverneurs de Porto Novo, Hubert Koutoukou Maga, président de la République du Dahomey, déclarait le Bénin comme étant un pays indépendant. C'est un vent qui soufflait à l'époque presque dans toutes les colonies françaises en Afrique. Il est marqué par une série d'événements auxquels le Bénin actuel n'est pas resté en marge. Historique de l'indépendance du Bénin à travers les grandes dates, c'est un élément de la rédaction signée Ali Moumouni. Notre Bénin d'aujourd'hui, c'est le Dahomey de 1960. C'est sous cette dénomination que les glorieuses et brillantes pages de l'histoire du pays se sont écrites. Terre de Béhanzin, un royaume ancien et puissant qui a fait montre d'une résistance remarquable à la conquête coloniale. Mais cette étape de gloire laissera place à une épopée sordide marquée par des guéguerres politiques et des rivalités personnelles. Voici les grands événements qui ont marqué la veille de l'indépendance du Bénin. C'est courant les années 1940 et 1950 que le Dahomey a connu une éclosion de jeunes intellectuels sur l'échiquier politique. Une période au cours de laquelle plusieurs partis politiques ont vu le jour. Mais quelques figures émergent et vont marquer l'histoire de la décolonisation. Celle de Milderlin Zissou, mais aussi de Hubert Maga, Justin Aomadébé et Soro Migan Apiti. En 1945, Soro Migan Apiti est élu premier représentant du Dahomey et du Togo, aux côtés du révérend père Francis Opierre, au sein de l'Assemblée nationale française. Le courant ne passera pas entre les deux hommes qui vont siéger dans des groupes opposés. Soro Migan Apiti choisit le groupe constitué par la section française de l'Internationale ouvrière. Ces querelles personnelles se feront encore remarquer lors du congrès constitutif du Rassemblement démocratique africain RDA à Bamako. Soro Migan Apiti adhère et obtient le poste de vice-président, alors que Milderlin Zissou lui refuse le poste de secrétaire général, reprochant au nouveau RDA son affiliation au Parti communiste français. Peu avant la constitution du RDA, naît en France la 4e République le 13 octobre 1946. Elle ouvre la voie à la formation du Conseil général par territoire, dont celui du Dahomey qui voit le jour le 15 novembre 1946. C'est à cette même période constitue la naissance du premier grand parti dahoméen, Union progressiste dahoméenne, UPD, avec Soro Migan Apiti. D'autres groupes suivront, parmi lesquels le Bloc populaire africain, BPA, mené par Émile Poisson et Justin Aomadébé en décembre 1946. Mais en 1947, au rythme de l'instabilité politique en France, une série d'élections ouvre la voie à une période d'agitation politique pour le Dahomey qui prépare son autonomie. En mai 1951, les élections de l'Assemblée nationale française révèlent une profonde rupture. L'Union progressiste dahoméenne implose.
Le leader Apiti est contesté. Les natifs du nord de Dahomey, auxquels le comité directeur de l'UPD avait refusé une seconde place sur la liste, fondent le groupement ethnique du nord du Dahomey avec Ubemaga. Ce parti deviendra plus tard le Mouvement démocratique Dahomey, MDD. De son côté, Soro Migan Apiti refonde son parti rebaptisé le Parti républicain du Dahomey, PRD. Néanmoins, en 1957, Soro Migan Apiti est élu vice-président du conseil de gouvernement de Dahomey, le poste de président étant réservé de droit au gouverneur de la colonie. À cette époque, la vie politique se déroule sur le rythme général de l'Afrique française. Participation aux diverses élections organisées par la 4e République, création d'un gouvernement autonome en 1957 à la suite de la loi cadre des Fers, participation au référendum organisé en septembre 1958 par le général de Gaulle sur la création de la communauté. Le 4 décembre 1958, Apiti devient le tout nouveau président du conseil de gouvernement. Mais contrairement à ce qui s'est passé dans la plupart des anciennes colonies accédant à l'indépendance, cette position de président du conseil de gouvernement ne le portera pas à la tête du nouvel État. La première Assemblée nationale dahoméenne est élue en avril 1959, sa majorité politique distincte. C'est alors un gouvernement d'union nationale qui conduira le pays à l'indépendance. Les deux grands groupes politiques se constituent et s'opposent au sud du pays autour de deux leaders, Apiti et Ahmadegbe, inconciliables. Cette situation profite à Ubemaga qui reçoit le soutien de l'Union démocratique dahoméenne de Justin Ahmadegbe. Maga est élu premier président du Dahomey le 26 juillet et proclame l'indépendance du pays le 1er août 1960 depuis le palais du gouverneur à Porto Novo. Peuple dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomey ce lundi 1er août en présence des représentants de la République française, des chefs des États de l'entente, de tous nos invités, des ministres du gouvernement dahoméen, des parlementaires, des notabilités et de toute la population. C'est pour nous un jour d'allégresse, jour qui consacrera l'union de tous les enfants de ce pays pour la paix et la fraternité, jour qui marquera un nouveau pas en avant de l'Afrique vers un avenir meilleur. Indépendance du Bénin toujours à Djougou, les forces de défense et de sécurité mettent les bouchées doubles pour offrir un spectacle inédit aux populations sous la bannière du commandant Okurin Mathias Bokine. Elles enchaînent des séances d'entraînement en vue de corriger et de réajuster surtout les pas avant le jour J. Les détails, Alassane Aruna, Abdou Sahabi Idrissou. Des forces de défense et de sécurité minutieusement inspecté par le commandant du 8e bataillon interarmes de Djougou. C'est la revue des troupes statiques. Passé cette étape, le drapeau et sa garde ouvrent le balai de la parade militaire. À présent, nous assistons au passage de l'étendard du 8e bataillon interarmes. Il s'agit ici d'une séance d'entraînement effectuée dans le cadre du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Nous sommes actuellement de plein pied dans les préparatifs pour les festivités du 1er août. Et à l'instar des autres départements, le département de Adonga est en train de s'affairer pour offrir une fête à nulle pareille aux populations. Je le dis après Cotonou, Djougou sera le deuxième département en matière des festivités du 1er août. Offrir un spectacle époustouflant aux populations, tel est l'enjeu de ces entraînements répétitifs.
3 marches seront exécutées par les troupes mobilisées pour la circonstance, selon le commandant Bokini Mathias. Participer à la lutte contre la piraterie maritime. Nous aurons 3 marches, la marche française, et la marche prussienne et également la marche TAP. Et après le défilé qui aura lieu le premier, il y aura le match de ballon militaire entre les forces de défense et de sécurité de la Donga et les stagiaires du BQ de infanterie. Après ça, la coupe de l'indépendance, la finale. Et après la coupe de l'indépendance, nous aurons une nuit de l'indépendance consacrée uniquement aux activités culturelles. Nous avons envie d'égayer la population et aussi à travers la population, égayer nos soldats qui, pour la plupart, sont au front, sont aux activités, aux différentes servitudes, et leur donner un instant de joie. Le commandant du 8e BIA et ses éléments s'activent inlassablement de leur côté pour la réussite de cet événement. Un événement qui va accueillir déjà le 31 juillet 2023 les militaires et paramilitaires à la place de l'indépendance pour une cohésion de grande envergure. Et pour vous faire vivre tous les contours de cette fête nationale du Bénin, Canal 3 Bénin vous propose un programme spécial. Vous aurez droit à des reportages exclusifs et inédits, des émissions spéciales aussi. Et en voici un avant-goût de ce qui vous attend. Par exemple, ce soir déjà à partir de 21h, heure du Bénin. Elles sont nombreuses à se lancer dans les différents corps de l'armée béninoise, longtemps considérée comme une fonction a priori destinée aux hommes. À l'instar de beaucoup d'autres fonctions, le métier du corps habillé n'est pas exempt de difficultés, surtout quand il s'agit de la femme. Le quotidien des femmes de l'armée, c'est un document portrait sur le lieutenant de vaisseau major Silifatou Ananke Boari, commandant au second du lycée militaire de jeune fille général Mathieu Kérékou. Regardez. Marchez de façon libre et fière. Boari Silifatou Amanke, lieutenant de vaisseau major et commandant en second du lycée militaire de jeune fille général Mathieu Kérékou, en plein exercice de cohésion avec sa troupe au pied de l'Amazone. Quand vous saluez là, vous regardez la tricolore entre nous. D'accord? Il s'agit ici des derniers réglages des préparatifs entrant dans le cadre du 63e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Ancienne enfant de troupe du lycée, elle a déjà engrangé 16 années d'expérience dans l'armée béninoise. J'ai été introduite dans l'armée, je vais dire, depuis toute petite, après mon CEP. Donc j'ai passé mes 7 années de secondaire au lycée militaire de jeunes filles où j'ai déjà appris certaines notions de l'armée et j'ai également obtenu un diplôme de le brevet de préparation militaire supérieure avant de passer mon baccalauréat. Et ensuite j'ai passé un concours pour rejoindre l'école royale militaire de formation des officiers à Bruxelles en Belgique. Donc c'était un peu la providence, je vais dire. Je sais pas, c'était un peu tout tracé. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans l'armée. Contrairement à ce que l'on pense du climat de collaboration entre les collègues hommes et femmes de l'armée, Boari Silifatou Amanke, la trentaine, se sent plutôt à l'aise dans ce corps de métier qui la passionne depuis qu'elle l'a embrassé en 2007 alors qu'elle n'était qu'une enfant. Le climat est relax parce que ce soit la formation d'officiers, que la formation des sous-officiers, la formation se fait ensemble. Donc il y a déjà cette cohésion pendant la formation que nous arrivons à avoir. Donc on arrive à se taquiner, à rigoler ensemble et à s'entraider également. Afin de répondre présente aux exigences de sa fonction et celles de son foyer, le lieutenant de vaisseau major établit à l'avance un planning.
Une routine qui lui permet de mieux gérer ses journées. Comme beaucoup d'autres femmes, elle doit concilier le travail et sa vie de foyer. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Okikwanza, tcha-tcha, tubakidi. Et ceci n'est qu'un avant-goût. Prenez donc déjà le rendez-vous dès ce soir à partir de 21h du Bénin à suivre l'intégralité de notre magazine exclusif réalisé sur le lieutenant de vaisseau-major Silifatou Amaké Boari. Autre volet de l'actualité ce soir, la 6e édition du Forum Investissement. Le forum a été lancé jeudi à Cotonou. Le financement des industries créatives et culturelles au Bénin est au cœur de ces échanges de 2 jours. Plusieurs investisseurs locaux et étrangers prennent part aux travaux de cette année dénommée le Paris du Bénin. Les détails, William Judical-Cliquant et Louis-Florent Tonoucoin. Un parterre d'investisseurs se retrouve chaque année à cette occasion depuis 2018. Même lieu, même engagement et même enjeu pour l'économie béninoise, c'est la 6e édition du Bénin Invest Forum. Le thème de cette année, financement des industries créatives et culturelles au Bénin, a de quoi intéresser les investisseurs locaux comme ceux des précédentes éditions. On ne peut pas parler du développement d'un pays sans aborder l'aspect culturel. Et comme vous pouvez aussi le noter, quand on parle du développement industriel, ça va toujours avec le volet culturel. Parce que qui va investir dans un pays a en même temps aussi de l'autre côté le volet tourisme. Donc voilà ce pourquoi le thème de cette année c'est basé sur ces 2 sujets. Le gouvernement soutient ce cadre d'échange des opportunités disponibles et de propositions de solutions aux difficultés persistantes. Le port autonome de Cotonou, muni de ces innovations, et l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIEX ont présenté leurs nouveautés aux participants. Le gouvernement a également exposé les conditions créées ces dernières années dans le secteur culturel et touristique pour favoriser l'investissement privé. L'économie créative constitue un véritable levier d'accélération de la transformation économique structurelle. C'est le cas au Bénin et c'est tout l'intérêt de notre pays de faire de l'axe tourisme-culture un levier économique et le 2e pilier après l'agriculture. Si tout ce qui se fait crée de l'intérêt pour de grands groupes étrangers, et c'est le cas, je n'ai pas le droit ici de les citer, il serait aussi louable d'encourager un positionnement du secteur privé économique national. Et donc nous, notre révolution industrielle, elle est un peu plus aisée puisque nous avons l'énergie, on en a parlé tout à l'heure, et là nous avons juste besoin de bras financiers et de bras pour investir. Donc la révolution industrielle, elle est en marche. Nous allons passer d'une société artisanale à une société commerciale. Nous allons passer d'une société uniquement agraire à une société industrielle, puisque aucun pays ne peut se développer aujourd'hui sans passer par cette révolution industrielle. Les institutions financières ont ouvert le bal des panels avec une première discussion sur les moyens d'incitation et de sauvegarde des petites et moyennes entreprises au Bénin. Et après les panels en journée, la soirée est consacrée donc au Startup Night, un événement pour célébrer la créativité et la potentialité des jeunes, des femmes entrepreneurs du Bénin. Regardez. À la Startup Night, Elsa Guirindou Marambou avant sa présentation. Elles sont au total 10 jeunes femmes entrepreneurs à faire la démonstration de leur nouveau projet d'innovation. Pour Elsa, il s'agit d'une entreprise spécialisée dans le commerce en ligne. C'est un site web sur lequel vous pouvez trouver des produits physiques, des produits numériques. Déjà, il faut dire que c'est un plaisir pour moi, c'était une véritable chance pour moi de participer à cette Startup Night. Je ne m'y attendais pas, j'ai postulé et puis ça m'a vraiment fait plaisir de participer. J'ai rencontré des personnes magnifiques, j'ai aussi appris énormément de choses et ce soir, je pense que j'ai fait au mieux pour pouvoir convaincre toutes les personnes qui étaient là aujourd'hui de... Convaincre, puisque c'est de ça qu'il est question.
La Startup Night est ce cadre que l'organisation Women in Tech et son partenaire Enabel offrent à ces vaillantes dames afin qu'elles présentent leurs projets aux investisseurs et chefs d'entreprise présents à la 6e édition du Benin Investment Forum. C'est aussi un espace interactif et engageant permettant aux femmes dans le domaine du numérique de se rencontrer, de présenter leur innovation, de réseauter et de partager des idées qui peuvent faire avancer leurs différents projets. Je vous invite à vous laisser inspirer par les anecdotes, par les différents projets qui vont être partagés ici ce soir. Il faut reconnaître que les femmes entrepreneurs apportent une diversité de talents, une créativité sans limite et une résilience exceptionnelle pour relever les défis du monde des affaires. Soutenir et valoriser les femmes entrepreneurs ouvre la voie à un avenir plus inclusif et prospère. En donnant aux femmes entrepreneurs l'accès aux ressources, au financement et aux opportunités de réseautage, nous investissons dans le développement durable de nos pays. Pour être présentes ce soir, ces 10 jeunes femmes entrepreneurs sont celles qui ont convaincu les organisateurs sur la soixantaine de candidates de départ. Elles ont désormais l'opportunité et Women in Tech se dévoue pour les soutenir. Et parlons à présent de la journée mondiale de la population. La 34e édition a été célébrée le 11 juillet dernier, comme d'ailleurs c'est le cas chaque année. À cette date seulement, l'événement a été célébré en différé dans les départements du Mono et du Koufo. Et c'est la commune de Klouékamé qui a accueilli les manifestations officielles. Narcisse Alossé, Florent Dou. Ambiance de fête ici à Klouékamé dans le département du Koufo autour de la célébration de la journée mondiale de la population, la 34e de l'histoire. Un événement co-célébré par les deux départements situés au sud-ouest du Bénin, le Mono et le Koufo. Thème retenu cette année, libérer le pouvoir de l'égalité des droits des hommes et des femmes, faire entendre la voix des femmes et des filles pour libérer les possibilités infinies de notre monde. Il y a beaucoup de potentialités cachées en nos femmes et en nos filles qu'il faut ressortir afin que dans la conjugaison des efforts, nous puissions embrasser le développement intégral. Des efforts sont faits depuis par le gouvernement du président Patrice Talon pour qu'un accent soit mis sur l'égalité des femmes et des hommes. Des efforts qui, à en croire Christophe Megbedji, sont faits pour autonomiser les femmes. À côté du festin, les réflexions autour de cette célébration ont été axées sur cette problématique avec des communications animées sur l'éducation des filles et la parentalité responsable. L'éducation des filles, parce qu'une fille bien éduquée, une fille bien formée, une fille autonomisée pourra contribuer essentiellement donc au développement de notre nation. Et la parenté est responsable parce qu'il faut déjà attirer l'attention donc des parents de nos populations sur la planification familiale, sur le nombre d'enfants à faire compte tenu de ses moyens. Il ne sert à rien de mettre au monde un enfant et de s'en débarrasser jusque dans la rue et ce faisant contribuer à l'arriération de la communauté, à mettre en difficulté les indicateurs de base des politiques qui sont mises en œuvre. Donc notre message a été donc de les amener à ce qu'elles puissent prendre conscience de la nécessité de planifier les naissances, mais également de tenir compte des moyens. Il faut des comportements qui permettent de profiter des politiques publiques afin de les pérenniser, a ajouté le préfet du Mono. Son département, tout comme celui du Koufo, honore ainsi un engagement qui traditionnellement est respecté à la date du 11 juillet de chaque année. Au plan national, justement, les manifestations officielles ont été organisées du 11 au 15 juillet dernier à Savé, dans le département des Collines.
Et puis cet élément en bref et en image avec la complicité de la réalisation, la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2023 qui a démarré ses travaux le 16 mai dernier, s'est achevé ce vendredi 28 juillet à Cotonou à la salle des tours administratives. L'ordre du jour des travaux porte sur l'examen des doléances de l'année 2022, resté en instance et des questions diverses à l'issue des échanges qui ont duré quelques heures. Il convient de retenir, entre autres, ces questions et quelques conclusions essentielles sur le niveau de satisfaction des doléances des travailleurs. Voici un extrait de ces propos au micro de William Sanoussi et Moufil Sagouan. Le décret qui organise notre commission a indiqué ou a disposé que du côté du gouvernement, nous avons 5 membres, dont un représentant de la présidence. Et les autres, les ministres, nous avons 4 ministres, le ministre d'État en charge du développement, nous avons le ministre du Travail, le ministre des Finances et le ministre de la Justice. Et les autres ministres sont invités pour autant que les doléances de leur secteur seront examinées. Donc c'est ça qui fait que depuis un certain moment, nous n'avons plus beaucoup de ministres lors de nos sessions. Ce n'est pas une absence de leur part en tant que telle. Donc voilà, nous sommes là, au titre des permanents, nous sommes là. Le ministre de la Justice s'est excusé, va nous rejoindre tout à l'heure. Et je voudrais également rappeler que nous avons fini d'examiner le point de satisfaction des doléances des sous-secteurs de l'éducation. Donc aujourd'hui, nous allons commencer l'examen des doléances au niveau de satisfaction des doléances du secteur de la santé. Le ministre est là. Nous allons poursuivre avec le ministre de l'économie et des finances qui est en dehors du territoire national. Et après, nous aurons le ministre du Travail et de la fonction publique, le ministre du Commerce, etc. Autre volet de l'actualité, le Bénin participe à l'édition 2024 de la Biennale de Venise. Eh bien, pour mieux éclairer la lanterne de tous sur cet événement régional, un point de presse a été donné par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. L'essentiel de ce point de presse avec Ingrid et Deron Pévi. Le Bénin est attendu à la 60e édition de la Biennale internationale d'art contemporain de Venise, prévue pour avril 2024. Pour sa première participation à ces Jeux olympiques de l'art contemporain, ces 4 artistes présentés ici à la presse sont sélectionnés sur une vingtaine de postulants. Il s'agit de Moufouli Bello, Chloé Kenom, Ishola Akbo et Romuald Razoumé. Tout ce qui est précieux est fragile. C'est autour de ce thème que seront défendues les couleurs nationales. La première tâche du comité curatorial, ça a été de définir un concept. Qu'est-ce qu'on va raconter du Bénin là-bas? C'est un pavillon pays qui va là-bas. Et donc, ils ont travaillé. Ils ont beaucoup travaillé. Ils ont sillonné le Bénin. Ils ont rencontré des personnalités. Ils se sont appuyés sur des universitaires qui ont fourni de la matière sur plein de sujets que le Bénin peut développer. On a beaucoup d'histoires à raconter, mais on ne peut pas tout raconter. Et au terme de cela, ils ont sorti un concept curatorial. Ça a été ça la démarche qui a été la nôtre, qui nous amène aujourd'hui à vous présenter le concept curatorial, l'équipe curatoriale et les artistes qui ont été choisis. On va partager le fardeau avec nos artistes, mais c'est tout le Bénin qui doit être derrière ce projet-là. Vous comprenez que c'est un projet d'envergure. Le défi est grand, un challenge dont ils sont conscients. Ils ont précisément pour mission de présenter le féminisme africain et singulièrement béninois à travers des thématiques de la spiritualité, du vaudou, de l'Amazone et de la traite négrière. Le Bénin est attendu désormais parce que tous les grands collectionneurs du monde, tous les musées du monde aujourd'hui veulent la signature d'un artiste, des œuvres d'un artiste béninois. Donc nous allons dans ce projet qui est un projet enthousiasmant pour nous tous, nous y allons pour effectivement marquer
la scène internationale et c'est pour ça que nous avons pris des génies, des artistes plasticiens qui ont notre Aziza. Donc nous allons à Venise pour faire un coup KO. La participation du Bénin à ce grand rendez-vous international de l'art contemporain de Venise témoigne de la volonté du gouvernement à faire de l'art et de la culture un levier de développement économique et de création d'emplois. Le Millennium Challenge compte d'heures dans la phase de clôture du Compact Énergie Bénin a tenu un atelier de capitalisation de l'expérience de l'électrification hors réseau. L'atelier qui a duré 2 jours a réuni à Cotonou, la capitale économique, les acteurs locaux du secteur de l'énergie au Bénin français, la mousson Henri Ganti. Avec le projet Accès à l'électricité hors réseau de Millennium Challenge des Comptes Bénin 2, plus de 200 000 personnes sont impactées dans le milieu rural. Démarré depuis février 2018, le projet a connu son épilogue le 22 juin 2023. Aujourd'hui, les principaux acteurs du secteur de l'énergie, notamment le sous-secteur de l'électrification rurale au Bénin, qui ont participé à sa mise en œuvre, se sont regroupés pour capitaliser les expériences. Nous nous sommes tous engagés ici, acteurs du secteur, sur une voie salutaire que je tiens quand même à rappeler. Et je tiens notamment à remercier tout un chacun de vous ici. Au cours de cet atelier, les participants ont revisité tous les contours du projet. Du contexte à l'opérationnalisation, les réflexions sont menées sur le sujet. Les difficultés sont relevées et les acteurs se sont également partagés les expériences. Au bout de 48 heures, plusieurs recommandations sont faites à l'endroit des différentes institutions concernées. À l'endroit de l'ABERM, pour les prochaines fois, de procéder plutôt au lancement des appels d'offres sur des allotissements définis sur la base d'études préalables intégrant les autorisations environnementales et la sécurisation du foncier, tout en accordant de la liberté aux promoteurs de faire des propositions d'amélioration. À l'endroit spécifique de l'ARE, prendre les règlements techniques pour cadrer ou réguler les services marchands de l'électrification hors réseau. Pour la DGRE, assurer l'unification des bases SIG du secteur et le maintien à jour de la base SIG de référence. Le projet Facilité d'énergie propre hors réseau au CEF du MCA Bénin 2 vise à apporter l'électricité dans les zones isolées du Bénin non connectées au réseau conventionnel. Si sa mise en œuvre a connu assez de difficultés dues à la pandémie de Covid-19, il n'en demeure pas moins que le projet ambitionne l'électrification de 120 nouvelles localités. Dans le zoo et les collines descentes sur le terrain d'une délégation de la Banque ouest-africaine de développement BOAD, l'équipe était accompagnée des membres de la coordination de projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants procères. Ils sont allés s'enquérir de l'évolution des travaux d'installation des parcelles fourragées. C'est dans les localités de Tchéti et de Kpaounia. Imet Hélène Mousson. Plusieurs dizaines d'hectares aménagés dans plus d'une quarantaine de communes. Les domaines appartiennent généralement à des particuliers et sont destinés à la culture d'espèces de fourrage pouvant permettre de faire paître les troupeaux et de réduire leur mobilité. L'installation des parcelles fourragères est l'une des options faites par les autorités en vue de trouver définitivement une solution à la transhumance et ses effets pervers. Quand on voit tout ce qu'il y a comme conflit engendré par l'accès aux ressources, c'est-à-dire aussi bien les agriculteurs que les éleveurs. Alors il faut bien que les éleveurs puissent avoir de quoi nourrir les animaux sur place pour qu'on puisse réduire au maximum, voire finir avec ces conflits entre agriculteurs et éleveurs. De 2021 à nos jours, au moins 800 hectares de parcelles fourragères sont déjà installées au profit d'au moins 300 éleveurs. Elles ont été réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants financé par la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Sur le terrain à Tchéti et à Kpaounia, les représentants du partenaire financier sont allés constater les avancées enregistrées. La randonnée a aussi été l'occasion pour la délégation accompagnée de l'équipe de coordination du procès d'échanger avec les bénéficiaires sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Les résultats sont vraiment encourageants. Aujourd'hui, nous avons vu tout ce qui est mis en place en termes de culture fourragère. Les questions d'irrigation aussi sont adressées dans le cadre de nos financements.
le renforcement des capacités. Tout ça, c'est pour augmenter notre production et puis accompagner le développement de nos États. Bien sûr, nous allons continuer dans cette dynamique-là et puis d'autres pans encore seront pris en charge de telle sorte que les projets soient suffisamment autonomes. Et quand on est sur un projet comme celui-là, ça va être tout bénéfice aussi bien pour le bétail que pour les promoteurs et aussi en termes de production animale et végétale. Sur les sites parcourus, diverses espèces de fourrages sont cultivées, à savoir le mukuna, le panicum, le pois d'Angole et le marafalfa. Quant aux doléances formulées par les bénéficiaires, la délégation a promis rendre compte acquis de droit afin que des solutions adéquates soient trouvées. Et pour boucler, retenez que le 26 juillet dernier, le président Mohamed Bazoum du Niger a été renversé à la faveur d'un coup d'État perpétré par un groupe de militaires issus de sa propre garde républicaine. Depuis lors, le pays est dirigé donc par l'armée qui affirme avoir mis fin à une gouvernance qui ne favorisait pas le développement de ce pays, le Niger, donc, et surtout en raison de l'insécurité qui ne trouve toujours pas de solutions durables. Loin de Niamey, la capitale, la diaspora du Niger vivant à Cotonou a vécu ces événements avec beaucoup d'attention. La rédaction de Canal 3 Bénin a rencontré l'un des responsables de cette communauté au Bénin. Suivez ici et maintenant un extrait des échanges que Franck Esaïe Aounou a eu avec le président du Haut Conseil des Nigériens vivant à Cotonou. Les événements, on les a vécus comme tout le monde l'a vécu, mais seulement peut-être que ça nous touche beaucoup plus que les autres. Et de toute façon, un coup d'État dans tout le monde, je n'ai pas vu un coup d'État qui a été une fois apprécié. Toutes les condamnations qui sont en train d'être faites par rapport à ce coup d'État ne sont que des principes. Donc, on a entendu beaucoup de condamnations au niveau international. Surtout la France. Je ne sais pas pourquoi la France est allée jusqu'à dire que le coup d'État est dangereux pour le Niger, pour les Nigériens et pour la région. Je ne sais pas s'il s'apprête à embraser l'Afrique de l'Ouest ou bien quoi, parce que je ne vois pas pourquoi un coup d'État est dangereux pour toute une région. Si ça dépasse les frontières de là où ça a été produit, là, on reste à savoir pourquoi il est en train de dire cela, on ne sait jamais. Mais tout ce qu'il y a aujourd'hui, nous, en tant que Nigériens, nous voudrons seulement que le président maintenant qui est là, le président de la junte qui est là, il faut qu'il ait le soutien de tous les Nigériens. Donc nous, Nigériens de la diaspora, on s'apprête même à sortir pour le soutenir. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin aujourd'hui de déchirement dans le pays, parce que déjà, l'armée est unie. Est-ce que c'est à nous d'aller diviser l'armée? Ça ne sert à rien de couler le sang au Niger. Il est là, mais accompagnez-le pour voir exactement qu'est-ce qu'il peut faire lui aussi. Parce que le Niger a déjà des problèmes d'insécurité. Et vous le savez, dans son discours, dans sa déclaration, c'est ce qu'il avait dit. Il a parlé de l'insécurité. Aujourd'hui, tu vas au Niger, toi de la région de Tillabéri, par exemple, tu ne peux même pas aller dormir chez toi. Donc il faut que tu reviennes. Tu vas à la journée, il faut revenir dormir à Niamey. Donc c'est des choses étranges qui sont en train de venir, que les Nigériens ne connaissent pas en réalité, qu'ils sont en train de vivre actuellement. Donc c'est pour cela que je le dis haut et fort et au nom de toute la diaspora nigérienne au Bénin, et je pense que c'est les mêmes idées un peu partout de la diaspora nigérienne au monde, que vraiment nous soutenons à 100% le chef de la junte, et nous allons l'accompagner vraiment, hein, c'est-à-dire que avec tous les moyens que nous avons, nous allons l'accompagner pour qu'il arrive au moins à atteindre son but. Ce coup d'État, il est venu, c'est vrai, ce n'est pas bon d'entendre un coup d'État pour un président qui vient juste d'avoir 2 ans et demi.
Bon, c'est malheureux, quelque part, mais il y a des conséquences, il y a des choses qui ont poussé à faire cela. Donc voilà, maintenant qu'il est arrivé, il est nigérien comme tout autre. Donc nous, notre souci, c'est d'avoir un bon Nigérien qui va bien diriger ce pays. Et puis, vraiment, l'insécurité, pour qu'on puisse réduire l'insécurité, il n'a pas un bâton magique, certainement. Mais il va essayer et il sera accompagné, et par les Nigériens de l'intérieur que les Nigériens de l'extérieur. Alors, vous pensez qu'avec la junte maintenant qui est au pouvoir, les problèmes d'insécurité auront une solution durable? Mais s'il est venu, c'est pour cela qu'il est là. C'est pour vraiment l'insécurité. Donc, il va faire de son mieux. On ne peut pas dire, c'est pourquoi je viens de dire qu'il n'a pas un bâton magique pour en même temps radier d'un seul jour quelque chose qui s'est installé depuis plus de 10 ans. Donc, il faut attendre un temps. C'est pourquoi maintenant, il ne faut même pas les presser. Il ne faut pas, c'est-à-dire, crier sur eux, parler de démocratie, parler de ci et de ça. L'essentiel aujourd'hui, pourquoi il est venu, il n'a qu'à aller d'abord au front. On va voir d'abord ce qu'il veut faire. Mais accompagnez-le d'abord pour qu'il arrive. Parce que si on ne l'accompagne pas, il ne peut pas arriver. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas dire qu'il est venu aujourd'hui, 1 mois, 2 mois, on va dire que c'est fini au Niger, il n'y a plus d'insécurité, les djihadistes sont partis. Les djihadistes, ils sont là, ils sont là depuis très longtemps. Ceux qui les arment ou bien quelque chose comme ça, ils sont aussi là avec nous au Niger. Donc il faut tout ça, il faut avoir vraiment ces moyens-là forts et puis voir exactement. L'essentiel aujourd'hui, c'est de répondre oui à la nation. C'est-à-dire que accompagnons aujourd'hui nos militaires. Vraiment, les déclarations du président français, je pense qu'il n'a qu'à mettre de l'eau dans son vin, parce que ce qu'il est en train de dire là, je ne sais pas si le Niger est une région d'outre-mer française, ou bien je ne sais pas quoi, pour dire que le coup d'État, il est dangereux pour le Niger, pour les Nigériens et pour la région. Ce que je ne comprends pas, veut-il venir embraser la région ou bien quoi? C'est-à-dire que le Niger n'est qu'un pays indépendant. Donc, s'il veut traiter avec la France, le Niger va continuer avec la France. Sans gêne, on n'a jamais refusé de dire qu'on n'a pas choisi de partenaire. Tout celui qui veut travailler avec le Niger, il est libre de travailler avec le Niger. Mais je ne vois pas cet acharnement-là contre le Niger. C'est ce que je ne comprends pas. Et c'est sur cet élément que s'achève cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous.